Bien, nous allons commencer cette plénière de l'après-midi, qui est intitulée « Fondements et visées des différents courants d'éducation relative à l'environnement », une étude comparée entre la France et le Québec, 1970-1990. Pour cette plénière, nous avons le plaisir d'accueillir, alors accueillir c'est un bien grand mot, pour Lucie, mais en tout cas pour Yves Giraud c'est le cas, et puis d'accueillir à distance Lucie Sauvé qui nous entend et qui nous rejoindra après la présentation d'Yves. Alors Yves Giraud, donc tu es professeur émérite au Muséum national d'histoire naturelle, où tu as exercé très longuement. Donc, on voit ici quelques jalons importants de ta carrière qui sont rappelés. Tes travaux en lien avec la thématique de ce colloque portent sur l'évolution des discours concernant les rapports entre humains, nature et société, dans le champ particulier des institutions muséales et des expositions, et l'éducation relative à l'environnement et l'éducation au territoire dans les musées et les aires protégées. Donc c'est un vaste programme. Et donc dans ce cadre, tu vas axer ton intervention plutôt sur les fondements de l'ERE, du point de vue des valeurs et des finalités, de la genèse des mouvements de protection de la nature aux outils de gestion français de la nature, et en brossant un panorama très rapide sur les objectifs de l'éducation relative à l'environnement. Quant à toi, Lucie, est-ce que il y a nécessité de te présenter encore? Tu es professeur émérite à l'Université du Québec à Montréal, et là aussi quelques jalons de ta carrière sont rappelés pour nous toutes et tous. Et tes travaux portent sur l'étude des dimensions critiques et politiques de l'éducation, portent également sur les dynamiques de mobilisation citoyenne en matière d'environnement et de transformation écosociale, à l'éducation relative à la santé environnementale, à l'éducation scientifique et technologique et aux enjeux de la formation des éducateurs, autant en milieu formel que non formel. Et ta présentation, qui sera donc à distance, est centrée sur les premiers jalons de l'éducation relative à l'environnement posés par les organisations internationales dans les années 70 et 80, et tu nous parleras des étapes du virage de l'éducation au développement durable qui s'est imposé dans les années 90. À cette occasion, tu vas pouvoir interroger l'évolution des conceptions de l'environnement dans les programmes internationaux et son influence sur le monde de l'éducation relative à l'environnement et donc au Québec. Bien, je pense que Yves, tu peux commencer. Bonjour, merci Dominique et les organisateurs de m'avoir invité. Et je vais donc essayer de présenter rapidement avec la présentation structurée en deux parties. Une partie 1860-1960 pour tenter de montrer que tout ne démarre pas dans les années 70-75 comme c'est souvent écrit dans la bibliographie, et qu'on pourrait même remonter un peu avant 1860, on trouvera encore des choses intéressantes. Et puis la deuxième partie qui correspond aux dates, j'allais dire, officielles du colloque, donc 70-90. Je m'inspire principalement de travaux collectifs, dont Aurélie, ma chère voisine, on se connaît depuis très longtemps et on a travaillé ensemble pendant longtemps. Donc, vous voyez qu'il y aurait bien d'autres articles, mais c'est principalement sur ces trois parties. Avec Cécile Fortin-Debar, déjà en 2006, et je crois que le document qu'on avait fait, qui était déjà un bref historique de l'éducation relative à l'environnement en France, est sur le site du colloque, et puis des travaux plus récents publiés avec Aurélie. Alors, je ne vais pas du tout présenter les aspects officiels. Je laisserai à Lucie de présenter toute l'infrastructure législative et officielle des différentes éducations nationales ou de l'UNESCO par rapport à l'URE. Je vais plutôt m'intéresser à l'évolution de quelques éléments scientifiques et de nos rapports à l'environnement. C'est plus là-dessus que j'ai travaillé, pour essayer de voir quelles pourraient être les conséquences par rapport à l'éducation relative à l'environnement. Alors d'abord, on situe souvent que l'une des grandes origines de la protection des aires protégées, c'est la création des parcs nationaux aux États-Unis. C'est pas du tout vrai. Ça s'est fait avant, et notamment si on prend l'Europe, ça s'est fait grâce à la création de ce qu'on appelait les séries artistiques par des peintres qui ont voulu sortir de leur laboratoire par abus de langage, mais de leur cabinet de peintres, où ils peignaient la nature selon certaines représentations très figées de l'époque, et ils ont voulu aller peindre sur le milieu naturel. Et c'est principalement Théodore Rousseau qui était un des leaders de ce courant-là, et qui va donner après le courant des impressionnistes.
et ils se sont battus pour qu'il y ait la protection de quelques endroits de la forêt de Fontainebleau qui commençaient à être détruites, où on enlevait un certain nombre d'arbres de la forêt de Fontainebleau pour planter des résineux. Il y avait même l'aubergiste de Barbizon qui offrait le gîte à ceux qui le couvert à ceux qui arrachaient 12 pieds de jeunes arbres de résineux qui étaient plantés. Donc j'ai mis ici quelques autres éléments qui apparaissent. Très rapidement, c'est pour vous montrer que le regard que l'on a sur la nature est très important. Et vous voyez que les réserves artistiques de 1902 sont devenues des réserves biologiques. Le muséum était largement derrière, avec notamment le professeur Jean Dorst à l'époque, et les zones d'intérêt écologique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que selon les époques et selon notre rapport à la nature, c'est pas du tout les mêmes parties de cette forêt de Fontainebleau qui sont protégées, et ces parties sont plus ou moins importantes et ne sont pas forcément les mêmes. Si on va voir du côté du contexte nord-américain, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de George Perkins Marsh. J'ai montré un certain nombre de ses ouvrages, montré qu'il a été très largement diffusé. C'est un auteur important, et selon les anglo-saxons, il serait le premier réel auteur environnementaliste qui avait dès 1864 montré que, compte tenu de l'activité humaine, cette terre pourrait devenir inhospitalière. Et c'est pas tellement par rapport à ça que je voulais le citer, mais par le fait que cet auteur a largement influencé deux autres grands auteurs qui, eux, par contre, sont à la base de tous les courants d'éducation à l'environnement. Je commencerai par John Muir. John Muir, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent déjà bien, donc qui a initié le courant d'interprétation, on y reviendra, mais qui a été à la base de la création des parcs nationaux. Alors John Muir, c'était originaire, un naturaliste, mais surtout un écrivain, et qui a lui-même se décrit pas tellement comme un universitaire, même il a fréquenté un peu les bancs de l'université. Il pensait que la vraie université, c'était dehors, c'était dans la nature, et que c'est par ces longs voyages, ces longs périples dans ces parcs, enfin qui n'étaient pas encore des parcs, excusez-moi, dans cette nature, qui a paru tout son intérêt pour cette nature et cette défense de ces parcs naturels. Et vous voyez notamment la création de la fondation du Sierra Club, qui est encore très très importante aux États-Unis, mais les différentes contributions qu'il y a. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Theodore Roosevelt, à la même époque, donc, qui défendait une politique du en même temps. Vous voyez, il n'y a pas que notre président actuel qui fait du en même temps, ça se faisait déjà à une certaine époque, puisque Roosevelt a été très largement inspiré à la fois par John Muir, qui était donc un préservationniste, et j'y reviendrai, et par Gifford Pinchot, qui était le créateur d'une certaine façon du mouvement de conservationnisme, et qui lui est un forestier d'un milieu social beaucoup plus favorisé, et qui a fait lui-même une carrière politique. Il a été, si je ne m'abuse, comment on appelle ça, pas responsable de l'État de Pennsylvanie. Je cherche le terme exact, c'est pas comment, aidez-moi, gouverneur, merci, excusez-moi. Donc, ces deux personnes vont être très très importantes, et notamment Pinchot, qui va fonder ce courant du conservationnisme. Et je dirais parfois même, j'aime bien citer cette citation de 1910, qui est presque à la base déjà du courant du développement durable. Alors bien sûr, il ne parlait pas de développement durable, mais je le cite. Les générations présentes ne devraient pas se limiter à conserver les ressources pour les générations futures, mais elles devraient gérer les ressources pour leur bien-être, tout en évitant des usages non avisés, des ressources non renouvelables, qui porteraient préjudice aux générations futures. Vous voyez bien que c'est pas la définition tout à fait rigoureuse du développement durable, mais il y a quand même déjà largement des prémices de ce qui va se jouer les dizaines d'années après, et déjà donc deux courants très très différents qui vont s'opposer, qui je pense s'opposent encore aujourd'hui et structurent encore aujourd'hui les différents courants d'éducation relative à l'environnement. Alors, si je prolonge du côté nord-américain, parce qu'on va souvent chercher ces sources du côté nord-américain, et notamment par la création de ces parcs nationaux, j'en ai mis quelques-uns ici, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ce ne sont pas des naturalistes qui étaient à la base de ces créations souvent, c'était un peu comme le même courant qu'il y a eu en France avec ces peintres de Barbizon. Enfin, ils pouvaient être naturalistes, pardon, mais la plupart du temps, la motivation n'était pas encore réellement la conservation de la nature ou la gestion de la nature, c'était la beauté des sites, c'était préserver des sites qui étaient très beaux, et c'est ça qui était privilégié au départ. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va le voir dans l'éducation relative à l'environnement, certains qui vont se rapprocher de ce courant-là. C'est ce rapport à l'esthétisme de la nature, ce rapport à ces éléments naturels qui sont pas du tout forcément ni cognitifs, ni, comme on le verra après, sur des aspects changement de comportement.
Si je continue, alors bien évidemment, cet exposé, comme on n'a que 20 minutes, il est fait un peu à l'âche et je m'en excuse. Il faudrait beaucoup plus de temps pour rentrer dans les détails et percevoir toutes les subtilités, mais je suis obligé de prendre quelques grandes étapes pour structurer un peu le propos et je m'en excuse parce qu'il y aurait bien d'autres éléments à aborder qui seraient aussi importants. Alors je m'arrête sur l'UIPN, l'Union internationale de protection de la nature, 1948. Pourquoi ? Parce que l'UIPN a été créée à Fontainebleau et cette structure internationale s'est faite à Fontainebleau pour rendre hommage justement aux peintres de Barbizon. Donc il était clair dans la communauté internationale de reconnaître l'importance des peintres de Barbizon dans cet aspect préservation de la nature. Et je voudrais citer des éléments du discours de Jean-Paul Arroy, donc en 1948, et je vous expliquerai pourquoi après j'ai choisi ce passage. Le temps est passé où les protecteurs de la nature parlaient seulement au nom de la morale et de l'esthétique, ce que j'ai essayé de présenter dans les sous-bassements. Il n'est guère à l'honneur de l'homme de devoir ainsi admettre que ces deux valeurs humaines, parmi les plus pures et les plus élevées, n'ont cependant sur son comportement qu'un pouvoir incontestablement faible. Aujourd'hui, l'heure est venue d'invoquer en faveur d'une vaste action conservatrice des sols, des couverts végétaux et des faunes sauvages, un ensemble d'arguments à caractère anthropocentriquement utilitaire, donc convaincant pour les masses. Alors ce qui est intéressant, pourquoi j'ai retenu ça ? Parce qu'en fait, nous sommes en 48 à la création du UPN, mais ce discours aurait pratiquement pu être tenu en 56 à la création de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature. On voit déjà qu'il critique pratiquement en disant la préservation n'est pas suffisante, on n'arrive pas à uniquement mobiliser les gens sur la préservation, il faut aller plus loin, et il faut déjà engager ce qui sera effectivement la création de l'UICN en 1956, et la création de l'UICN, pourquoi ? En réponse aux inquiétudes notamment, pas exclusivement, mais notamment du chef d'État du Sud, qui craignait que par une politique trop préservationniste, mais de façon trop rigoureuse, ça empêche leur pays d'avoir accès au développement. Donc on commence à voir de façon très nette les rapports qui vont être conflictuels entre les aspects de conservation, préservation et développement. Donc dans les années 55-56. Les éléments que j'ai mis pour l'UICN, ce sont des éléments actuels, bien évidemment, les différentes diapos en dessous, mais pas de l'époque. Alors, compte tenu de ça, j'ai essayé de faire en reprenant la plupart, j'ai entendu déjà beaucoup de gens ont cité sans nommer Lucas, mais cette typologie qui est relativement connue par les uns et les autres, de membres du colloque. Mais c'est une extrapolation, j'allais dire, de cette typologie, puisque effectivement à l'époque on ne parlait pas d'éducation anti-environnement, c'est clair. C'est pour ça que je parle des prémices de l'éducation anti-environnement. Mais ce qui me semble important, c'est de souligner que effectivement c'est pas sorti du chapeau comme ça à un moment donné, soit par un texte ministériel, soit par un texte de l'UNESCO, mais qu'il y avait des éléments qui étaient déjà importants. Alors, 1834, alors vous voyez, je vais reprendre dans le détail. Donc d'abord, on avait déjà, selon, alors soumis à critique, l'approche cognitive, basée sur les savoirs, mais avec déjà deux éléments qui semblaient assez différents, l'acquisition de connaissances et les représentations de la nature. Dans l'acquisition de connaissances, les plus anciens d'entre nous ont connu la leçon de choses, mais qui a été créée par Marie-Pape Carpentier en 1834 dans ce qui était les premières écoles maternelles qui s'appelaient les salles d'asile, qui étaient des écoles maternelles créées pour les enfants les plus défavorisés. Les musées cantonaux, c'est beaucoup moins connu, c'est intéressant, les musées cantonaux. Edmond Groult, qui était un inspecteur, a créé ces musées cantonaux en France, en reprenant une idée qui existait à l'étranger, notamment en Europe, mais également à l'est de l'Europe. Et l'idée, c'était de donner la possibilité à des érudits locaux, il y avait toujours quelques érudits locaux, mais pas uniquement, de collecter des collections qui soient spécifiques au territoire de la ville, souvent c'est un chef-lieu de canton, de façon à sensibiliser le public, et plus spécifiquement les écoles, parce qu'il y a eu un gros travail qui s'est fait avec les enseignants, sur la découverte du patrimoine local, et notamment du patrimoine naturel. Il y a eu les musées scolaires qui s'est fait dans le complément de la leçon de choses, puisque c'est pareil, je m'adresse peut-être aux plus anciens, vous avez peut-être connu ça. Moi j'ai connu ça dans les classes de 6e, 5e, où il y avait une armoire au fond de la classe, et puis il y avait quelques roches, quelques squelettes, quelques plumes d'oiseaux, des œufs, tout ce que vous pouvez imaginer, et qui étaient un appui à la leçon de choses.
Et puis les dioramas, dans le jargon des muséologues, c'est la reconstitution du milieu naturel pour sensibiliser sur les aspects d'écologie. Donc le premier diorama a été fait par Peel en 1876, mais pour valoriser le travail des taxidermistes. Et c'est à Brooklyn qu'il y a eu, selon nos connaissances actuelles, le premier vrai diorama à une vision écosystémique sur le désert qui s'est fait donc à Brooklyn. Donc là, on était déjà sur des aspects d'acquisition de connaissances liés à l'environnement. Et puis il y a eu notamment deux approches qui sont liées faut se resituer dans le monde colonial et qui sont liées à la colonisation. Ça a été le jardin d'acclimatation, avec le souci d'acclimater cette nature qui vient d'autres contrées. Et puis le récit colonial, donc il y a Pierre Dassy qui devait participer normalement à ce colloque, qui n'a pas pu pour des raisons diverses. Et Pierre Dassy a fait une étude très intéressante où il montrait que une partie des programmes scolaires ont été orientés à ce moment-là pour essayer de justifier la domestication de cette nature sauvage par les colons européens. Il y avait deux éléments qui étaient donnés, qui étaient importants. La forêt égale un enfer vert. Donc cette forêt enfer vert, il faut qu'on arrive à la domestiquer, à la contrôler. Et puis surtout, ces animaux féroces qui sont des grands prédateurs, il faut pouvoir les chasser. Et donc c'était une façon de justifier aussi toute cette emprise coloniale par rapport à la nature. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ça me sortirait un peu du contexte du colloque. Dans l'éducation par et dans l'environnement, il y a le courant d'interprétation, je vais pas développer parce que le temps tourne, j'imagine, et qu'il faut que je me dépêche. Mais le courant nord-américain Muir, qui est connu, et puis vous avez Enos Miles, qui est peut-être un peu moins connu, qui a commencé à vulgariser, et puis surtout Tilden, qui a été le grand vulgarisateur de ce courant en 1957, et puis maintenant, il y a de nombreux, élèves, entre guillemets, et des approches assez différentes. Et d'ailleurs, quelque chose qui est peut-être peu connu, mais la femme de Muir avait déjà commencé à créer une école d'interprètes féminines, et il y a des approches, notamment en Amérique du Nord, Gender Studies, qui étudie la façon dont la nature est interprétée, notamment par des femmes. C'est moins connu ici, je pense, mais il y a des choses intéressantes à voir. Et donc, ici, on est beaucoup plus dans l'approche interprétative. Donc, on travaille le rapport à la nature, et avec le souhait, je parle bien des objectifs, ça marche pas, c'est un autre problème, de développer l'empathie. Et puis il y a d'autres approches immersives et qui sont liées principalement en France à tout le mouvement d'éducation populaire. Donc là, je pense que la majorité d'entre vous, vous les connaissez très bien, ces différentes structures, la Ligue de l'enseignement, j'ai vu qu'il y avait une communication sur les mouvements scouts, les CMEA, Jeunesse plein air, les Francas, tous ne sont pas cités, il n'y avait pas la possibilité de tous les citer. Mais tous ces éléments-là, dans un premier temps, quand on en parle à des personnes, j'allais dire, de ma génération qui ont pu être dans ces différents éléments, dans un premier temps, ils font pas le lien avec la nature. Ils disent, pourquoi tu crées un lien entre ces mouvements et l'animation nature? Puis dans un deuxième temps, souvent ils se disent, mais oui, c'était quand même une façon, parce qu'on n'était pas forcément issus de milieux favorisés, d'aller effectivement en vacances, en colonie de vacances, dans des projets, dans cette approche immersive. Et certains d'entre eux, on reconnaît effectivement qu'une partie de notamment dans les collègues qui ont travaillé soit au muséum, soit dans d'autres structures, que ces différents mouvements ont largement influencé leur carrière professionnelle par la suite. Et puis les premières classes forêt en 59, il est fait rarement référence aux classes forêt. On parle souvent des classes de mer, des classes, etc. Mais les classes forêt ont également joué à cette époque-là. Il y a arbitrairement, j'ai mis les années 60. Vous verrez que cet aspect arbitraire, il a quelques justifications. Donc on va rentrer maintenant dans la partie qui correspond plus à la période du colloque, si je puis dire, les années 70-90. Mais il me paraissait important d'essayer de voir d'où venaient un petit peu ces différents courants-là et comment ça s'était structuré. Et avec, là encore, c'est très subjectif parce qu'il reste pas beaucoup de temps, 5 minutes, rien me tire l'oreille. Et donc, faire un coucou rapide il y a eu mai 68, mais il y a eu aussi une mise à l'agenda politique avec 2 ouvrages importants, l'ouvrage aux États-Unis, Printemps silencieux de Rachel Carson, et pour les francophones et notamment pour les collègues de l'établissement Avant que nature meure de Jean Dors, qui a été un ouvrage aussi important, un des premiers ouvrages qui abordé par un naturaliste de renom ces questions-là en France. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est suite à ça aussi qu'a été créé, alors les Amis de la Terre aux États-Unis et les Amis de la Terre en France. Et vous voyez que dans les premières personnes qui ont été caution entre guillemets des Amis de la Terre, c'était pas spécialement des gens révolutionnaires ni des gens
Ceux qui connaissent Théodore Monod savent de quel côté il penchait peut-être, mais Jean Dore, je peux vous dire qu'il penchait pas du même côté, et que c'était pas forcément des gens qui appartenaient au courant qu'on appellerait de gauche aujourd'hui, et qui avaient donc un certain nombre d'intellectuels qui s'inquiétaient à l'époque de ces aspects de destruction du milieu naturel. Depuis, qu'est-ce qu'il y a eu? On en parlait tout à l'heure avec le concept de biodiversité qui se développe de plus en plus, mais qui est souvent mal perçu parce qu'il est perçu uniquement comme un concept de diversité biologique. Beaucoup de gens associent la biodiversité à la diversité biologique en pensant que ce sont deux termes synonymes, et c'est vrai qu'on parle souvent de conservation de la biodiversité. Et en oubliant qu'il y a un aspect économique qui est très important dans le concept de biodiversité, avec notamment ce qu'on appelle dans les jargons le service écosystémique, service d'approvisionnement, le service de régulation, service culturel, service de soutien. Et pourquoi je fais appel à ça ici? C'est parce qu'on voit bien que notre rapport à la nature, il évolue encore. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la conservation, là, on commence à être dans une autre étape liée à la conservation. Et ici, ce qu'on est en train d'essayer de donner comme argument sur cette conservation de la biodiversité, c'est notre propre survie. En disant si effectivement cette biodiversité disparaît, ce sont des services écosystémiques qui coûtent très cher et qui vont disparaître et qui vont nous poser un grand problème. Et donc, l'idée, pourquoi je présentais de mur à Pinchot, c'est pour montrer que les rapports à la nature sont irrémédiablement antagonistes. De la protection de la nature qui se rapproche du courant de Muir, à la conservation de la nature qui se rapproche du courant de Pinchot, c'est développer la gestion de la nature, la gestion de l'environnement, et maintenant, si je cite Patrick Blandin dans un ouvrage récent, le pilotage de la biodiversité. Donc vous voyez bien que ces changements sémantiques sont très loin d'être neutres, et forcément qu'à un moment donné, ils vont avoir une influence très importante sur l'éducation à l'environnement, en fonction des questions qu'on se pose et comment, en fonction de nos valeurs et de nos intérêts, nous nous situons par rapport à cette évolution des rapports à la nature. C'est ce que j'essaie d'aborder très succinctement dans cette présentation. J'avais montré au début également que dans les premiers espaces protégés, ce qui se jouait, c'était plutôt cet aspect beauté de la nature. Maintenant, sur une publication assez récente, on a fait, avec une autre collègue, Catalina González Terrada, montrer que c'est plus du tout ça qui est en jeu aujourd'hui. Est en jeu aujourd'hui deux éléments importants, soit selon Davalon, la valorisation du territoire, avec la valorisation économique du territoire, donc en gros le développement économique d'un territoire. Et de l'autre côté, il y a encore la mise en valeur du patrimoine selon Desrosiers qui se rapprocherait plus du courant de Muir, j'allais dire, par l'interprétation, soit scientifique, soit plus courant d'interprétation du territoire de John Muir. Et vous voyez qu'on retrouve encore cette dichotomie qui est très importante. Nous l'avons mis en évidence sur les géoparcs, mais elle est très importante dans les parcs naturels, dans les PNR, dans bien d'autres structures. Il me reste plus que 2 diapos et je vais aller plus vite. Ça, ce sont des choses que vous connaissez sans doute mieux. Et là, donc, en reprenant la typologie, donc une nouvelle fois de Lucas, qui a été reprise par Sauvé en 97, que nous avions reprise avec Cécile Fortin-Debar en 2006, et que je réactualise là, essayer de reprendre effectivement comment se situe à grandes lignes les orientations, parce que certains d'entre vous vont dire mais moi je travaille dans telle structure et je suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est bien évidemment pas pointé sur tous les CPE, tous les centres nature, tous les CIN, etc. C'est d'un point de vue assez général. Et donc on voit bien qu'il y a des courants qui sont plutôt dans les années 60-90 et plutôt je dirais 70-90 l'éducation au sujet de l'environnement avec l'acquisition de connaissances, que ce soit la création de CIN, l'instruction habile, les clubs CPN, les premiers CPIE, les relais nature. Je pense à la Jouan Josas, le relais nature de Cour-Roland en 78, la conservation des espèces. Bon, je vais pas tous les lire. Et puis du côté de l'éducation nationale, des parcours qui ont été mis en place, les IDD, les travaux pratiques expérimentaux, les TPE, les PPCP, qui ont été mis en place pour essayer de permettre aux enseignants un travail pluridisciplinaire et notamment en partenariat avec ces structures. Et elles ne sont pas toutes citées, que ceux qui ne sont pas cités ne se vexent pas, mais il fallait forcément sélectionner certaines structures. Dans l'éducation par et dans l'environnement, on va retrouver l'approche interprétative et l'approche immersive, avec dans l'approche interprétative, notamment si on voit ce qui se fait du côté des écoles, ça va être le tiers-temps pédagogique et surtout la circulaire, ça varie sur les classes transplantées et toutes ces classes découvertes qui vont se spécialiser plus ou moins en classe découverte, en classe patrimoine, en classe environnementale, etc. Vous avez bien évidemment la création des écomusées en 67, qui s'est fait en lien avec les premiers parcs nationaux, les premiers parcs PNR, parcs naturels régionaux.
Et puis, sur l'approche immersive, avec beaucoup plus axé sur le développement personnel, les fermes pédagogiques, 1947, c'est selon les sources actuelles l'une des plus anciennes en Angleterre, et 1974, c'est la ferme de Lille qui a été créée par Marcel Desnains. Et ensuite, il y a eu Bel Air, notamment la ferme de Bel Air, Villers-le-Bacle, qui s'est créée 75-76, si ma mémoire est bonne. Et puis, les parcs nationaux, les jardins-écoles et les activités de plein air. Pour conclure, il y a eu l'éducation pour l'environnement qui apparaît, et là, Lucie va beaucoup plus se développer. Et là, c'est aussi intéressant parce qu'on n'est plus dans l'environnement nature, on est dans l'environnement problème. Avec l'environnement problème, ça va être le tri des déchets, notamment, nettoyage des plages, tri des déchets, versus l'environnement ressources. Et donc, on change aussi complètement de rapport à l'environnement avec des approches positivistes, c'est-à-dire des approches qui sont ciblées sur l'acquisition de connaissances, mais dans le but de changer le comportement. Je voudrais simplement attirer l'attention qu'il y a aussi des travaux intéressants, on peut pas le développer là, mais je dirais de quel droit voulons-nous changer le comportement des gens? Est-ce que nous sommes les nouveaux grands prêtres de la nature? Donc c'est pas sans poser un certain nombre de problèmes éthiques. Et est-ce qu'il est opportun des enfants de 10-12 ans déjà de leur faire porter les problèmes d'adultes et leur demander de nettoyer la nature? Vous comprenez que dans mon question, vous comprenez un peu la réponse que je donne, mais qui sont à mon avis des questions à se poser, alors que très souvent, dès le plus jeune âge, on leur demande de s'associer. Je pense que c'est pas neutre dans les rapports à la nature que l'on transmet à ces jeunes. Et puis il y a le courant de la critique sociale qui est très peu connu en France, qui a été très critiqué notamment par l'éducation nationale. Critique sociale, ça fait peur, et qui était un courant qui n'était pas du tout de l'approche positiviste de changer le comportement, mais plutôt de transformer les pratiques sociales à partir d'investigations collectives, et qu'on retrouve dans certains CPIE, qu'on retrouve dans certains PNR. Ça ne veut pas dire qu'on ne le retrouve pas ailleurs. On le retrouve dans certaines expositions, mais pas tant que ça. Voilà, pour conclure, je sais pas, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais simplement essayer de repréciser les objectifs de cette présentation, c'est essayer de montrer qu'en fait, toutes les actions que nous menons, alors, j'ai été animateur nature dans le début de ma carrière, ça n'a pas été précisé, donc ça a été mes premières activités dans différentes structures, mais toutes ces activités qui sont menées, elles sont menées en fonction de nos propres valeurs et représentations, mais ce qui est important, c'est de les situer aussi dans un contexte international qui soit formulé de façon implicite ou explicite, de toute façon, nous influence énormément nos représentations. Merci à vous.